L'automne de l'an 613 tombait lentement sur les terres orientales de ce que nous connaissons aujourd'hui comme la France. L'air était froid, lourd, chargé d'une tension qui ne venait pas seulement du climat, mais de l'histoire elle-même. Face à une armée rassemblée non pour la guerre, mais pour le jugement, se tenait une femme âgée, encore vêtue de robe royale. Près de 80 ans de vie, près de 50 ans de pouvoir. Et pourtant, à cet instant, aucun titre ne semblait la protéger. Son nom était Brunehaut, reine des Francs, et elle était sur le point d'être transformée en un avertissement. Elle avait gouverné pendant des décennies dans un monde où le pouvoir pardonnait rarement la longévité et jamais l'ambition quand elle venait d'une femme. Pour nombre des soldats qui l'observaient avec moquerie et mépris, Brunehaut n'était pas une reine déchue, mais l'incarnation de toutes les peurs accumulées au fil des générations. Elle avait pris des décisions que les hommes prenaient quotidiennement. Elle avait puni, ordonné, gouverné. Et c'est pourquoi sa chute ne pouvait être silencieuse. La scène n'était pas improvisée. Chaque regard, chaque murmure, chaque accusation faisait partie d'une mise en scène soigneusement calculée. Il ne s'agissait pas seulement de punir une personne vaincue, mais de réécrire son histoire aux yeux de tous. Le pouvoir avait besoin d'un récit. Et ce récit exigeait que Brunehaut cesse d'être une souveraine pour devenir un symbole de tout ce qui devait être éliminé. Selon ses geôliers, sa culpabilité était immense. On lui attribuait la responsabilité de la mort de 10 rois francs. Un chiffre si exagéré qu'il frôlait l'absurdité même pour les standards brutaux du 7e siècle. Mais l'exactitude n'était pas importante. Ce qui importait, c'était l'impression. Dans un monde où la mémoire se transmettait par des chroniques partiales et des rumeurs amplifiées, la répétition d'une accusation suffisait à la transformer en vérité. Derrière ces imputations se cachait un conflit bien plus profond. Brunehaut avait survécu à des générations d'ennemis, à des guerres civiles, à des trahisons internes et à l'hostilité constante d'une noblesse qui n'avait jamais accepté de bon gré d'être gouvernée par une femme. Son véritable crime ne fut pas seulement ce qu'elle fit, mais le fait de l'avoir fait pendant si longtemps, défiant un ordre social qui considérait le pouvoir féminin comme une anomalie dangereuse. Tandis qu'elle restait là, face à des hommes qui avaient jadis obéi à ses ordres, le temps semblait se replier sur lui-même. Le passé et le présent se rejoignaient en un même instant. La reine qui avait décidé du destin des royaumes ne pouvait désormais même plus décider du sien. Le renversement du pouvoir était total, et c'est précisément pourquoi il devait être public. Ce ne serait pas un procès ordinaire, ni une fin discrète. Ce qui était sur le point d'arriver avait un but plus grand que la simple vengeance. C'était un message adressé à quiconque observait et à tous ceux qui viendraient après. Car dans le monde des Francs, la chute d'une reine n'était pas seulement la fin d'une vie, mais une leçon gravée dans la mémoire collective. Et cette leçon ne faisait que commencer. Pour comprendre pourquoi le destin de Brunehaut fut si implacable, il est nécessaire de remonter plusieurs décennies en arrière, à une époque où elle n'était pas encore perçue comme une menace, mais comme une pièce de plus dans le délicat échiquier politique des royaumes francs. Elle accéda au pouvoir non par ambition déclarée, mais par mariage, une voie acceptable pour les femmes nobles de son époque. Cependant, une fois dans le jeu, elle en apprit rapidement les règles les plus sombres. Dès jeune, elle comprit que le pouvoir dans le monde mérovingien ne reposait pas seulement sur le sang royal, mais sur la détermination. Son époux, le roi Sigebert Ier, fut assassiné lors d'une intrigue de palais qui marqua Brunehaut à jamais. À partir de ce moment, le gouvernement cessa d'être pour elle une formalité et devint une question de survie. Elle ne chercha ni à se retirer, ni à accepter un rôle secondaire. Elle fit exactement le contraire. Elle resta, résista et gouverna. Pendant près d'un demi-siècle, Brunehaut fut régente, conseillère, stratège et, en pratique, souveraine. Elle nomma des évêques, déplaça des nobles, imposa des châtiments et prit des décisions qui, lorsqu'elles étaient exécutées par des hommes, étaient considérées comme nécessaires à l'ordre du royaume. Dans son cas, ces mêmes actions furent décrites comme cruelles, contre nature, presque monstrueuses. La différence ne résidait pas dans les actes, mais dans qui les signait. La noblesse franque ne cessa jamais de la voir comme une intruse. Son autorité était perçue comme quelque chose de provisoire, une anomalie tolérée seulement tant qu'il n'existait pas d'alternative masculine forte.
chaque année qui passait sans que Brunhot ne disparaisse de la scène politique augmentait le ressentiment à son encontre. Sa longévité, loin de la protéger, devint une preuve supplémentaire de son défi à l'ordre établi. Sur le plan psychologique, Brunhot développa une forme de gouvernement rigide, voire inflexible. Elle savait que tout geste de faiblesse serait interprété comme un signal pour la détruire. Gouverner avec dureté n'était pas un choix idéologique, mais une réponse à un environnement qui ne lui offrit jamais de marge d'erreur. La reine ne pouvait se permettre d'être indulgente, car l'indulgence, pour une femme au pouvoir, était lue comme de l'incapacité. Pendant ce temps, ses ennemis apprenaient à attendre. Parmi eux se distinguait Clotaire II, héritier d'une rivalité qui ne commença pas avec lui, mais avec sa mère. Les vieilles blessures entre les deux familles ne cicatrisèrent jamais. Chaque mort, chaque trahison, chaque guerre civile alimenta une haine qui se transmit comme un héritage politique. Dans ce contexte, Brunhot ne représentait pas seulement un obstacle pour Clotaire, mais un rappel vivant d'humiliation passée. Avec le temps, sa figure cessa d'être simplement celle d'une souveraine puissante. Elle se transforma en un symbole inconfortable. Pour certains, elle incarnait la stabilité, pour d'autres, le chaos. Mais pour de nombreux nobles, sa simple existence était une accusation silencieuse. Elle démontrait qu'une femme pouvait gouverner et survivre dans un monde conçu pour l'exclure. Lorsque l'équilibre politique commença à se fissurer une fois de plus, Brunhot n'était plus perçue comme une alliée ni comme une reine âgée méritant le respect. Elle était le dernier vestige d'une ère que beaucoup voulaient effacer. Et dans ce désir d'effacer le passé, se tramait lentement la violence qui définirait ses derniers jours. L'équilibre que Brunhot avait maintenu pendant des décennies commença à s'effondrer au moment le plus vulnérable. En l'an 613, la mort du roi Théodoric II, encore jeune et affaibli par la maladie, ouvrit une brèche impossible à refermer. Le trône restait vide et avec lui revenaient mettre les vieilles craintes de la noblesse franque, l'incertitude, la fragmentation et surtout la possibilité que Brunhot continue de gouverner. Sans hésiter, la reine prit une décision qui semblait logique de son point de vue, mais qui se révéla fatale en termes politiques. Elle éleva sur le trône son petit-fils Sigebert II, un enfant d'à peine 11 ans, lui conférant l'autorité sur l'Austrasie et la Bourgogne. En théorie, le geste assurait la continuité dynastique. En pratique, il confirma les soupçons de ses ennemis. Brunhot n'avait pas l'intention de se retirer. Elle continuerait de gouverner, même par l'intermédiaire d'un roi enfant. Pour l'aristocratie, ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Pendant des années, ils avaient toléré son contrôle avec résignation, espérant que le temps ferait son œuvre. Mais ils comprenaient maintenant que le temps était de son côté, pas du leur. La reine semblait éternelle, et cette idée était insupportable. Dans les salles privées, loin de la cour, commencèrent les conversations qui allaient changer le destin du royaume. La structure du pouvoir mérovingien était fragile. Elle ne reposait pas sur des institutions solides, mais sur des loyautés personnelles, des pactes temporaires et des trahisons calculées. Les ducs et patriciens n'obéissaient pas par conviction, mais par opportunisme. Quand cet opportunisme disparaissait, la fidélité s'évaporait. Brunhot le savait, mais elle sous-estima peut-être à quel point la lassitude et la peur avaient corrodé son soutien. Pendant ce temps, Clotaire II observait depuis la Neustrie. Pour lui, la mort de Théodoric n'était pas une tragédie, mais une opportunité longtemps attendue. Il n'avait pas besoin de conquérir des territoires rapidement. Il suffisait de laisser les alliés de Brunhot se trahir entre eux. Et c'est exactement ce qui arriva. Des noms qui avaient été les piliers de son gouvernement commencèrent à disparaître de son entourage. Warnacher et Radon, des hommes qui lui devaient leur position, entamèrent des contacts secrets avec Clotaire. D'autres attendirent le moment précis pour changer de camp. La loyauté, dans ce monde, n'était pas une vertu, mais une monnaie. Lorsque Brunhot marcha pour affronter l'armée ennemie près de la rivière Aisne, elle crut qu'elle pouvait encore imposer le respect. Mais la bataille n'eut jamais lieu. Avant le premier choc, des figures clés de son armée désertèrent ouvertement. Le patrice Aléthéus, le duc Rocco, le duc Sigvald. L'un après l'autre, ils abandonnèrent le champ. Le message était clair, la reine était seule. L'armée, démoralisée, refusa de combattre. Il n'y eut pas d'affrontement glorieux ni de résistance héroïque. Seulement le silence, des regards évasifs et une retraite chaotique.
Brunehaut comprit alors que son pouvoir n'avait pas été vaincu par un ennemi externe, mais dissous de l'intérieur. Accompagnée de Sigebert et de son frère, elle tenta de fuir vers l'est, cherchant refuge parmi les peuples germaniques. C'était une fuite désespérée, poussée non par l'ambition, mais par l'instinct de survie. Mais le temps n'était plus de son côté. Les forces de Clotaire avançaient rapidement, animées par la certitude de la victoire. À ce moment, l'histoire prit un tournant irréversible. La reine qui avait gouverné pendant près de 50 ans cessa d'être une figure d'autorité et devint une fugitive. Et dans ce transit, le destin qui l'attendait commença à prendre forme. La fuite de Brunehaut ne fut pas la retraite stratégique d'une souveraine qui contrôle encore l'échiquier, mais la course silencieuse de quelqu'un qui comprend que le monde qu'elle connaissait s'est effondré. Elle avança vers le sud-est avec ses petits-enfants, cherchant à traverser des territoires montagneux et à atteindre l'abri de peuples qui n'étaient pas encore complètement soumis au nouvel équilibre du pouvoir. L'espoir était minime, mais c'était le seul qui restait. Les forces de Clotaire II ne tardèrent pas à réagir. Elles ne poursuivirent pas avec une hâte désordonnée, mais avec le calme de celui qui sait que la proie n'a plus d'alliés. Chaque pas de la reine était observé, chaque route anticipée. Le cercle se referma près du lac de Neuchâtel, un lieu qui serait bientôt marqué par le silence d'une capture sans gloire. Là, Brunehaut et les jeunes rois furent rattrapés. Il n'y eut ni négociation ni espace pour le pardon. Pour Clotaire, les enfants n'étaient pas des héritiers innocents, mais des symboles dangereux d'une légitimité rivale. Leur destin fut décidé immédiatement, sans besoin d'explications publiques. La violence, dans ce contexte, n'avait pas besoin de justification. Elle se présentait comme une conséquence inévitable du pouvoir. Brunehaut fut séparée d'eux et conduite vers l'ouest. Le voyage de retour ne fut pas simplement un transfert physique, mais une transition symbolique. Chaque kilomètre qu'elle avançait l'éloignait de la figure de reine et la rapprochait de celle d'accusée. Les titres, les alliances et les décennies de gouvernement restèrent derrière elle, remplacés par des chaînes et des regards hostiles. Le lieu choisi pour son procès ne fut pas un hasard. Renève devint le scénario parfait pour une mise en scène soigneusement planifiée. Là se réuniraient soldats, nobles et témoins. Non pour entendre une vérité impartiale, mais pour assister à une confirmation. Le verdict était décidé avant que l'accusé ne foule le lieu. Durant le trajet, Brunehaut dut comprendre que sa capture n'était pas la fin, mais le début de quelque chose de plus vaste. Son corps et sa figure seraient utilisés comme des outils politiques. Clotaire ne cherchait pas uniquement à éliminer une ennemie, mais à clore un chapitre entier de l'histoire franque. Et pour y parvenir, il devait la transformer en la cause visible de décennies de conflits. Dans la mentalité de l'époque, la culpabilité collective avait besoin d'un visage. Les guerres civiles, les trahisons et les morts ne pouvaient être attribués à un système instable ou à une noblesse ambitieuse. Il était beaucoup plus efficace de désigner une seule personne. Brunehaut, âgée et vaincue, était la candidate parfaite. Quand elle arriva à Renève, elle ne fut pas reçue comme une prisonnière ordinaire, mais comme un trophée. Les soldats l'observaient avec un mélange de curiosité et de ressentiment. Nombre d'entre eux avaient grandi en entendant des histoires sur son autorité, sa sévérité, son regard craint. La voir maintenant réduite, incapable d'imposer le silence, produisait une satisfaction inquiétante. La reine ne cria ni ne supplia, du moins selon ce qui a survécu dans les chroniques. Son silence, réel ou attribué, était plus perturbant que toute protestation. Face à elle, se dressait une armée qui ne la reconnaissait plus comme souveraine. Et derrière cette armée, l'ombre de Clotaire II s'étendait comme une sentence inévitable. La chute de Brunehaut avait cessé d'être une affaire personnelle. Elle s'était transformée en un acte fondateur. Ce qui était sur le point d'arriver ne cherchait pas la justice, mais l'ordre. Un ordre construit sur l'humiliation publique et l'élimination d'un symbole inconfortable. Et dans ce scénario, le procès qui s'approchait ne serait pas un espace de défense, mais le premier acte d'une condamnation conçue pour être mémorisée. Le procès de Brunehaut ne fut pas conçu comme un espace de vérité, mais comme un acte de confirmation. Quand elle fut présentée devant l'armée rassemblée, elle ne se trouvait pas face à des juges impartiaux,
mais devant une audience qui avait déjà été préparée à croire en sa culpabilité. Clotaire II n'avait pas besoin de preuves solides, il avait besoin d'un récit convaincant, et ce récit devait transformer une défaite politique en une victoire morale. Les accusations furent déployées une à une avec une théâtralité soigneusement calculée. On lui attribua la responsabilité de la mort de 10 rois francs, un chiffre qui sonnait percutant, presque mythique. À une époque où la répétition avait plus de poids que la vérification, l'énumération de noms suffisait à construire une image monstrueuse. L'objectif n'était pas d'éclaircir les faits, mais de saturer la mémoire collective avec l'idée d'une culpabilité totale. Parmi les charges figurait même la mort de son propre époux, Sagbert Ier, assassiné des décennies auparavant par des intrigues étrangères à elle. L'ironie était évidente. Ce crime avait été l'origine de sa longue lutte pour se maintenir au pouvoir. Cependant, dans le récit de Clotaire, ce passé était réécrit jusqu'à la transformer en la cause de tout le désordre. L'histoire, façonnée par les vainqueurs, devenait une arme. D'autres accusations frôlèrent l'absurdité. On lui imputa des morts survenues alors qu'elle n'avait aucune possibilité d'intervenir. On ignora les guerres civiles, les maladies et les conflits internes qui avaient codémarqué la dynastie mérovingienne pendant des générations. Tout devait converger vers une seule figure. Bruno devait porter le poids d'un système entier. Il y eut cependant des fragments de vérité parmi l'exagération. La reine avait ordonné des châtiments sévères. Elle avait éliminé des ennemis politiques. Elle avait gouverné avec dureté. Mais ses actions, habituelles chez les rois de son temps, ne devenaient impardonnables que lorsqu'elles étaient attribuées à une femme. La morale appliquée à Bruno n'était pas la même que celle appliquée aux hommes qui la jugeaient. Le procès remplissait une fonction essentielle, convertir la violence future en justice rétrospective. En présentant Bruno comme la cause de décennies de chaos, Clotaire pouvait se montrer comme le restaurateur de l'ordre. La condamnation n'était pas une vengeance, mais une prétendue réparation. L'armée, en acceptant ce récit, devenait témoin et complice. On ne conserve aucune défense prononcée par la reine. Peut-être parla-t-elle et ses mots furent-ils effacés. Peut-être comprit-elle qu'il n'y avait pas de place pour la réplique. En tout cas, son silence fut enregistré comme une absence opportune. Sans contradiction, l'accusation se consolida comme vérité officielle. Lorsque la sentence fut prononcée, elle ne surprit personne. Le procès n'avait jamais eu l'intention d'absoudre. C'était le seuil de quelque chose de plus sombre, un transit entre la parole et l'acte. Avec la condamnation, Bruno cessa d'être une reine jugée et devint un corps disponible pour le pouvoir. À cet instant, le processus politique se transforma en un rituel. La loi céda sa place au spectacle. Et ce qui suivit ne cherchait pas seulement à mettre fin à une vie, mais à effacer un exemple. Car dans le monde des Francs, l'autorité devait se démontrer non seulement par des décrets, mais par des scènes que personne ne pourrait oublier. Ce qui suivit la sentence ne fut pas un châtiment immédiat, mais quelque chose de plus élaboré. Durant les jours qui suivirent le procès, le pouvoir décida de ne pas se presser. La chute de Bruno devait être lente, visible et profondément symbolique. Il ne s'agissait pas de mettre fin à sa vie de manière discrète, mais de la dépouiller, pas à pas, de tout ce qu'elle avait représenté pendant près d'un demi-siècle. Le premier objectif ne fut pas son corps, mais son autorité. Bruno avait passé des décennies à donner des ordres, à recevoir des signes de soumission, à décider des destins. Maintenant, chaque geste était calculé pour inverser ce passé. Elle fut exposée devant les mêmes soldats qui avaient jadis marché sous son commandement. Non comme reine, mais comme figure vaincue. Le message était clair, le pouvoir avait changé de main, et personne ne devait en douter. Les chroniques parlent de plusieurs jours d'humiliation publique, mais évitent de décrire des détails concrets. Ce silence n'est pas fortuit. Dans la culture politique mérovingienne, l'accent n'était pas mis sur la souffrance physique elle-même, mais sur sa fonction rituelle. Chaque journée remplissait un but, prolonger l'attente, user l'esprit, briser tout reste de dignité qui pourrait inspirer la compassion. L'un des épisodes les plus mémorables fut la procession forcée à travers le camp militaire. Bruno fut exhibé devant des milliers d'hommes, transformé en objet d'observation et de moquerie. Le choix de l'animal qui la transportait ne fut pas accidentel. Il s'agissait d'une créature exotique, peu commune dans ces terres, inconfortable dans sa démarche et étrangère à la tradition franque.
Cette image ne cherchait pas seulement à la ridiculiser, mais à la présenter comme quelque chose d'étrange, de déplacé, presque contre nature. Du haut, visible pour tous, l'ancienne reine fut réduite à un spectacle. Les voix du camp se mêlaient dans un bruit constant de rires, d'insultes et de commentaires mordants. Beaucoup de ces hommes avaient craint son nom dans le passé. Maintenant, en participant à son humiliation, ils scellaient leur loyauté au nouvel ordre. Chaque geste de mépris était une déclaration politique. Ce type de rituel remplissait une fonction psychologique profonde. En impliquant l'armée dans la dégradation publique, Clotaire II transformait les soldats en témoins actifs. Ils n'obéissaient pas seulement, ils participaient. De cette façon, ils étaient moralement liés à l'issue qui s'approchait. La compassion devenait impossible quand on avait déjà franchi la ligne de la moquerie. Entre ces exhibitions, Brunehaut restait en confinement. Les sources ne décrivent pas les conditions, mais le contexte permet d'imaginer un environnement hostile, marqué par le froid de l'automne et l'indifférence. Le passage du temps devenait un ennemi de plus. Chaque nuit ajoutait du poids à la certitude qu'il n'y aurait pas de fin bienveillante. Pour une femme qui avait survécu à des intrigues, des assassinats et des guerres civiles, cette période représentait une épreuve distincte. Ce n'était pas la menace directe qui l'usait, mais latente. La conscience d'être utilisée comme instrument politique, privée même du droit à une fin rapide, transformait chaque heure en une forme de punition. Ainsi, jour après jour, le rituel avançait vers son point culminant. L'armée apprenait à voir Bruno non comme une souveraine déchue, mais comme une figure qui méritait son destin. Et quand cet apprentissage fut complet, le pouvoir estima que le message était prêt à être scellé de manière définitive. Le dernier jour arriva sans solennité apparente, mais chargé d'un poids symbolique impossible à ignorer. Après des journées conçues pour éroder sa figure publique, le pouvoir estima que le message était mûr. Ce qui devait arriver ensuite n'avait pas besoin de mots, seulement d'un geste final capable de se fixer dans la mémoire collective comme un avertissement irréversible. Bruno fut conduite une fois de plus devant l'armée. Non plus comme accusé ni comme objet de moquerie, mais comme le centre d'un acte soigneusement calculé. À ce moment, sa figure avait été dépouillée de tout attribut politique. Il ne restait aucune trace de la reine qui avait gouverné des royaumes, nommé des évêques et dicté des sentences. Le rituel avait rempli sa fonction, transformer une souveraine en un symbole qui devait être éliminé. La méthode choisie ne fut pas fortuite. Dans la culture franque, certaines formes de châtiment étaient si réservées non seulement pour mettre fin à une vie, mais pour communiquer une domination absolue. On ne cherchait ni rapidité ni discrétion, mais un impact. L'action devait être visible, inimitable et, surtout, impossible à réinterpréter comme un simple acte de nécessité. C'était une déclaration de pouvoir dans sa forme la plus brute. Les chroniqueurs décrivent des préparatifs précis, exécutés sans hâte. Chaque décision était pensée pour éviter tout geste de pitié. La scène ne laissait aucune place à l'intervention divine, ni au hasard. Tout répondait à une logique politique, effacer le dernier vestige d'une autorité rivale et démontrer que le nouvel ordre n'admettait pas d'exception. Quand l'acte commença, le silence de l'armée fut plus éloquent que les cris précédents. Il n'y avait plus de moquerie. La phase de l'humiliation était terminée. Il s'agissait maintenant de sceller le récit. Le mouvement, la force et la terre même devinrent les instruments d'un pouvoir qui cherchait à se montrer inévitable, presque naturel, comme si l'histoire avait décidé d'avancer sans elle. Pour ceux qui observaient, le message était sans équivoque. On ne punissait pas uniquement une personne, mais une idée, celle d'une femme capable d'exercer l'autorité pendant des décennies. En la réduisant à une fin sans retour, le régime de Clotaire II prétendait restaurer un ordre qu'il considérait menacé. La violence, présentée comme nécessité politique, se transformait ainsi en fondement du nouveau royaume. Les récits ultérieurs coïncident sur un point essentiel. Il n'y eut pas de retour en arrière. L'acte se prolongea suffisamment pour effacer toute possibilité de doute. Quand tout fut terminé, ce qui restait n'était plus une figure reconnaissable, mais la confirmation que le passé avait été définitivement clos. Mais même dans cette tentative d'effacement total, une paradoxe surgissait. Plus le geste était extrême, plus l'empreinte devenait profonde. La mort de Brunehaut ne clôtura pas l'histoire, elle la figea dans une question inconfortable. Cette fin avait-elle été un acte de justice
ou l'aboutissement d'une peur ancienne du pouvoir qu'elle représentait. Tandis que l'armée se dispersait et que le camp retrouvait sa routine, le message avait déjà été transmis. Le nouvel ordre était en place. Et le prix de cet ordre avait été inscrit dans la terre, là où une reine fut transformée en avertissement. Après l'acte final, le pouvoir ne se contenta pas du silence immédiat. Il restait encore un dernier geste à exécuter, moins visible, mais tout aussi décisif. Dans le monde mérovingien, la mémoire ne résidait pas seulement dans les mots, mais dans les lieux. Les tombes, les sanctuaires et les restes physiques étaient des points de réunion, des foyers de souvenirs et parfois de résistance. C'est pourquoi le destin final de Brunehaut ne pouvait rien laisser derrière elle. Les chroniques signalent qu'il n'y eut ni sépulture, ni monument, ni espace pour le deuil. Sa présence devait disparaître non seulement du présent, mais du futur. Le message était clair. Il ne devait pas exister de lieu où son nom pourrait être prononcé avec respect. Sans corps, sans lieu, l'histoire restait à la merci de ceux qui l'écrivaient. Cet acte final complétait une logique politique précise. Éliminer le souvenir matériel signifiait empêcher toute réinterprétation ultérieure. Il n'y aurait ni martyrs ni symboles alternatifs. La reine qui avait gouverné pendant près d'un demi-siècle fut réduite à une absence. En apparence, le plan fonctionna. Les guerres civiles qui avaient déchiré les royaumes francs pendant des décennies prirent fin. Clotaire II émergea comme le premier souverain à unifier de nouveau tous les territoires depuis la mort de Clotaire Ier. La stabilité, cependant, eut un coup silencieux. Le nouvel ordre se construisit sur l'élimination absolue d'une figure qui concentra en elle-même toutes les fautes du passé. En effaçant Brunehaut, le système évita de se regarder lui-même. Les trahisons, les ambitions et la violence structurelle restèrent inexplorées. Il était plus facile d'attribuer le chaos à une seule personne que d'accepter la fragilité du pouvoir lui-même. À ce point, l'histoire offre un miroir troublant pour le monde moderne. Les régimes, anciens et contemporains, partagent une nécessité constante: simplifier, transformer des processus complexes en récits clairs, avec des héros et des méchants bien définis. Brunehaut fut utilisé exactement de cette manière. Sa figure permit de clore un chapitre sans en résoudre les contradictions. Avec le temps, son nom survécut dans les chroniques, mais déformé. Certains la retinrent comme une tyranne impitoyable, d'autres comme une souveraine forte dans un environnement hostile. Ce qui ne fut presque jamais remis en question, c'est le cadre dans lequel elle agit. Une femme au pouvoir, entourée d'ennemis, gouvernant un système qui n'a jamais été conçu pour l'accepter. Ainsi, l'unification du royaume fut présentée comme un triomphe indiscutable. Mais sous cette narration triomphale se cachait une question inconfortable. La paix était-elle réellement le résultat de la justice ou simplement l'effet d'avoir réduit au silence pour toujours celle qui incarnait le conflit? La terre retrouva son calme. Les armées se retirèrent. Les royaumes continuèrent leur chemin. Mais l'absence de Brunehaut, soigneusement construite, laissa un vide que l'histoire ne réussit jamais à combler entièrement. Avec le temps, la figure de Brunehaut resta piégée entre les lignes écrites par ceux qui survécurent à sa chute. Les chroniques médiévales, rédigées dans l'ombre du pouvoir vainqueur, figèrent une image commode, celle d'une femme dangereuse, ambitieuse, coupable de tous les maux qui avaient secoué les royaumes francs pendant un demi-siècle. Mais l'histoire, lorsqu'on l'observe avec distance, est rarement aussi simple. Brunehaut gouverna dans un monde brutal, où la violence politique était un outil quotidien et la trahison une norme acceptée. Les mêmes actes qui la condamnèrent furent pratiqués sans scandale par les rois et nobles masculins. Cependant, dans son cas, ces décisions furent réinterprétées comme des déviations morales, comme si l'exercice du pouvoir devenait inacceptable en passant par des mains féminines. La différence ne fut pas dans les faits, mais dans le regard qui les jugea. La question qui traverse son histoire n'est pas de savoir si Brunehaut fut dur ou implacable. Elle le fut, sans aucun doute. La véritable question est de savoir pourquoi sa dureté fut intolérable, alors que celle d'autres fut normalisée. En la transformant en un symbole du chaos, le nouvel ordre évita de confronter une vérité plus inconfortable. Le système mérovingien reposait sur l'instabilité et avait besoin de coupables visibles pour survivre.
Aujourd'hui, plus de 1400 ans après, sa fin continue de nous troubler, non pas par les détails, mais par ce qu'elle révèle sur la relation entre pouvoir, genre et mémoire. La violence qui scella son destin ne chercha pas seulement à l'éliminer physiquement, mais aussi à contrôler l'interprétation de sa vie, effacer les nuances, écraser l'ambiguïté, imposer une version unique. Et pourtant, cette stratégie n'est jamais parfaite. Chaque tentative de silence laisse des traces. Chaque effacement absolu éveille de nouvelles questions. Bruno, dépouillé de tombes et d'hommages, survécu précisément comme problème historique. Comme figure qui oblige à regarder au-delà des chroniques officielles et à se demander qui décide ce qui mérite d'être rappelé. Son histoire n'offre ni consolation facile, ni leçon simple. Elle nous rappelle que le pouvoir se justifie rarement par la vérité et que la justice proclamée par les vainqueurs cache souvent des peurs anciennes. En ce sens, le destin de Brunehaut n'appartient pas seulement au passé médiéval. Il résonne à chaque époque qui a besoin de détruire des symboles pour affirmer son autorité. Au final, c'est peut-être là son héritage le plus durable. Non pas l'image déformée d'une reine maléfique, ni celle d'une martyre idéalisée, mais celle d'une femme réelle, prise au piège d'un système qui ne sut pas la tolérer. Une figure dont la chute nous oblige à nous demander, encore aujourd'hui, combien de fois l'histoire a confondu l'ordre avec l'élimination de la dissidence.